Donc, je vous demande d'applaudir M. Auger Michael, qui va vous présenter les évolutions de la formation. 2021 et l'opportunité de ce référentiel de compétences, il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas qu'on rate quelque chose parce que les aides-soignants que l'on va former, que l'on va accompagner, qui vont être nos nouveaux collègues, on se pose beaucoup de questions sur leurs compétences, ils ont changé, c'est plus les mêmes, ils n'ont pas l'air motivés, on peut pas compter sur eux, ils manquent de fiabilité, etc. J'ai l'impression, on pourra en discuter après. En tout cas, c'est des choses que j'entends. Et moi, je me dis, il y a des responsabilités des deux côtés. C'est facile le terrain de dire ils sont comme ci, ils sont comme ça. Comme nous dans les écoles aussi, on va se dire est-ce qu'on fait bien notre boulot? Et moi je me pose des questions. Il y a des moments où je me dis je tiens pas la route. Moi je me dis je sais pas si les écoles elles font croire qu'elles travaillent, mais je sais pas si elles travaillent réellement. Est-ce que là on sait qu'on a arrêté les MSP? Alors il y en a qui disent ah là les MSP, oh, c'était bien avant, etc. Bon, moi j'en ai fait passer des MSP, j'ai fait passer des diplômes d'État. Ce que je retiens, c'est que c'était quand même quelquefois des super sketchs. Et avec des organisations où tout était prêt, le patient était déjà lavé, et on le relavait, mais bon, on avait une bonne note, c'était très bien. Bon, voilà. Et puis il y avait des super élèves qui étaient super forts, et puis le jour de la MSP, ils avaient oublié le thermomètre, et puis là, on avait faute de sécurité, on mettait 0. Le pauvre, c'est terrible, on jouait tout sur un élément. Bon, et je trouve que ce n'est pas le reflet du soignant. Il y a des jours, nous soignants, on est performants, puis il y a des jours, on est moins bon, quoi. Il y a des jours, on n'est pas en forme. Moi, je ne vous cache pas que le jour où je pars en vacances, la journée, j'ai envie qu'une chose, c'est rien faire et être au café. Bon, voilà. C'est une réalité, quoi, et je ne suis pas toujours bon tout le temps, et ça, il faut le reconnaître. Et je pense que nous, soignants sur le terrain, c'est comme ça. Et je trouve qu'en ce moment, c'est même pas si facile. C'est pas facile parce qu'on est au taquet. On fonctionne en procédures dégradées qui sont les procédures normales aujourd'hui. Donc vous voyez, on en est là. Il faudrait qu'on ait l'impression qu'on nous en demande toujours un peu plus, etc., etc., etc. Ça, c'est ce que l'on voit. En plus, nous, à l'école, c'est exactement pareil. On a du mal à trouver des aides-soignants. On augmente nos capacités d'accueil. Et puis, on n'augmente pas forcément nos formateurs, etc., etc. On nous en demande. Il faut qu'on aille faire des salons, il faut qu'on aille faire de la publicité. On voit bien qu'il y a un changement dans notre posture qui est réelle en 2024. Et cette posture-là, il faut la réinventer. Il faut qu'on réinvente. Donc, il faut qu'on réinvente nos écoles, il faut qu'on réinvente le terrain, et puis qu'on fasse avec le profil de nos élèves. J'ai envie de dire, il faut qu'on les réinvente, mais en fait, c'est pas aussi simple, puisqu'ils sont comme ça. Donc, comment on va pouvoir les accrocher, comment on va pouvoir les transformer en soignants, et puis qui correspondent à peut-être ce que j'aimerais qu'ils soient comme soignants. Et donc, c'est pas simple. Et moi, je pense vraiment que ce programme de 2021, si on le connaît, un minimum, eh bien, c'est une formidable opportunité de pouvoir se rebooster et de réinventer des choses. Mais encore faut-il le connaître. Et je pense que vous, ici, vous le connaissez très bien. Moi, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr du tout. Qu'est-ce qu'il a changé fondamentalement entre comment moi j'ai été formé et aujourd'hui, comment on forme? Est-ce que ça a changé les profils ou pas? Et puis, ce qui est super, c'est que vous, pourquoi je le dis, je provoque un tout petit peu, et c'est un petit peu des fois ma façon de dire les choses, c'est que sur le terrain, on vous demande d'accueillir de plus en plus d'élèves, d'encadrer de plus en plus d'élèves, et puis alors de les évaluer. De les évaluer, de se dire, est-ce qu'il correspond à ce qu'on attend d'un aide-soignant ou pas. Et donc, vous évaluez des compétences de certains stagiaires, vous accompagnez ces stagiaires au quotidien. En plus, dans les textes, il y a eu des nouveaux actes infirmiers, aides-soignants, qu'on va enseigner dans les écoles, mais que nous-mêmes sur le terrain, on ne nous a pas enseigné. On parle de glycémie capillaire, on parle de saturation en oxygène, de CBU, etc., etc. Et avec tout ça, on se dit, il faut que je fasse avec, quoi. Et on va évaluer ces élèves-là, mais je ne sais même pas des fois si je sais ce que j'évalue. On demande des démarches de soins, vous vous souvenez, les démarches de soins, ce qui est super, vous allez discuter de raisonnement clinique aujourd'hui, et vous avez appris avec une certaine façon de faire, Virginia Anderson, vous avez les problèmes du jour, l'histoire de la maladie, la synthèse du séjour, voilà des termes que vous avez appris. Et puis des fois vous demandez à vos élèves, et quand ils vous leur demandez une démarche de soins,
personne ne vient me voir, je ne vais pas en faire. Donc, ou alors ils te font quelque chose qui ressemble à rien. Par contre, certains en font des super. Alors, tu dis, t'es complètement paumé, quoi. Tu ne sais plus ce que tu dois faire, comment tu vas gérer ça. Et c'est bien significatif de changement aujourd'hui. Et donc, nous, professionnels de terrain, il faut qu'on soit en phase avec ce changement. Et c'est-à-dire qu'on soit un minimum au courant de ce qui se passe en 2024 dans comment on va former les élèves, quelles sont les 11 compétences aides-soignantes. Nous, on a été formés, beaucoup ont été formés ici par 8 compétences. Alors, je ne vous dis pas, c'est avant 2005, on ne parlait pas de compétences, c'était 12 modules. On n'a jamais parlé de compétences, moi. J'avais mon module pneumo, j'avais mon module cardio, et puis quand j'avais fini mon module, on me posait des questions, j'avais plein de connaissances, on faisait des petits cas concrets, etc. Puis j'allais sur le terrain, et le terrain me disait, oh là là, attends, l'école, elle t'a appris des choses, on va t'apprendre la vraie vie, nous. Tu vas en prendre, t'en lâches. Hein. Mais on se construisait comme ça, c'est hyper intéressant. Et ça a fait des super soignants. Donc en fait, peu importe les modèles, on fera des super soignants. On a un programme 2021. Moi, j'ai formé des super soignants. Mais j'ai formé certains qui ne sont pas super. Qui correspondent à des critères, qui vont aller sur le terrain. Ça pose question. Donc je me dis que même si après on est formé, il y a toujours aussi à réinventer comment je vais accompagner aussi les nouveaux professionnels. Qu'est-ce qu'on fait, etc. Moi, ça ne s'arrête pas à tenter, c'est quelque chose qui se fait au long cours. Alors, on va parler de tutorat, on va parler de revoir le raisonnement clinique, etc. etc. Mais c'est bien tout ça, je trouve, que ce programme pose comme enjeu. Et puis, on est au début de quelque chose, je trouve que c'est passionnant. On ne sait pas trop où on va, mais il faut accepter aussi de temps en temps, pas savoir trop où on va. Et je trouve que on se prend un peu moins la tête et ça peut être pas mal aussi. Mais il faut avoir ce minimum de connaissances. Donc là, je vais... Alors, c'est ça. Ouais. Si je devais démarrer rapidement sur le... Il y a des choses, je vais passer très vite pour peut-être après favoriser les échanges, mais... dans la définition du métier d'aide-soignant, il y a le nouveau texte qui est sorti, il y a plein de choses auxquelles on peut se poser des questions sur les mots utilisés. Mais pour nous, sur le terrain, si vous êtes sur le terrain, ça c'est la nouvelle définition. En gros, l'aide-soignant va dispenser des soins de la vie quotidienne ou des soins aigus, dans le cadre du rôle propre de l'infirmier, dans le cadre d'une responsabilité partagée. Ça, c'est la définition qu'on utilise maintenant depuis 2021. Donc, c'est une définition qui a évolué par rapport à ce que l'on avait en 2005, même si, quand on regarde les textes que l'on a, il y a multiples questions. Mais au-delà de ça, c'est ces éléments-là que l'on a. La responsabilité partagée, c'est intéressant parce que cette notion, on ne l'avait pas. Vous avez souvent appris dans vos textes, c'était sous la responsabilité. D'accord ? Alors par contre, quand on a d'autres textes, on retrouve encore sous la responsabilité de. Bon, voilà, ça n'a pas forcément changé les éléments. Quand on a les actes professionnels infirmiers, on va avoir cette notion. Bon. Là, c'est la responsabilité partagée. Ça, c'est très intéressant de se dire que, moi je dis, on travaille ensemble. L'infirmière n'est pas ma chef, comme j'entends des élèves qui disent « Ah bah ouais, j'ai demandé à la chef ». Je dis « Non, c'est pas la chef. L'infirmière, elle travaille avec toi, elle a un champ de compétences, elle a des activités qui lui sont propres. On va en partager ensemble, on va échanger ensemble. On a intérêt, au contraire, de travailler encore plus ensemble et de donner du sens à des mots qu'on peut avoir. Ou des fois, moi, je me pose des questions, on dit on fait du travail en binôme, etc. Oui, c'est vraiment réel dans certains endroits, dans d'autres endroits, ça peut me poser question. Enfin, travailler en binôme, ça m'intéresse quand tu fais mon travail et que tu m'aides. Après, tu me demandes de l'aide, j'y vais pas forcément. Je me pose des questions. Je ne sais pas si j'ai raison, mais moi, en tout cas, ces questions-là, je me les pose. Donc, responsabilité partagée. On est bien toujours dans le cadre du rôle propre infirmier. Et on voit bien que ce rôle propre infirmier, il a évolué. Il a bougé, ce qui explique que pour nous, ça nous bouscule. Je vous donne un exemple. En 2005 est apparue la prise de la pression artérielle. Donc avant 2005, on n'apprenait pas dans les écoles la prise de la pression artérielle. En 2005 est apparue la prise de la pression artérielle. Donc de fait, les aides-soignantes, dans les centres de formation, on leur a appris à nos élèves la prise de la pression artérielle. Ce qui fait qu'après, on a ces professionnels sont partis en formation continue, ont appris à prendre la pression artérielle, et puis voilà, il y en a qui ont appris sur le terrain, etc.
Bon, ça, c'est un élément auquel je vous fais part parce que en 2021, en juillet 2021, pardon, est apparu aussi un listing d'actes qui correspondent à une évolution du rôle propre infirmier, qui explique que nous, dans les écoles, on apprend des nouveaux gestes à nos élèves. Hein, et c'est ce qui va expliquer la réorganisation d'un point de vue théorique dans les écoles, où on va faire plus de cours théoriques qu'avant, sur le programme 2005. Parce on avait 17 semaines de cours théoriques, on est passé à 22 semaines de cours théoriques, donc on a 5 semaines de cours théoriques en plus. Alors, et donc ça a changé aussi par rapport aux stages. On va faire un peu moins de stages, 2 semaines de moins qu'en 2005, on en faisait 24 semaines, maintenant on en fait 22. Donc tout ça, ça change. Alors qu'on va se dire, on est quand même un métier de terrain. Donc beaucoup regrettent ces temps de stage, le volume de stage, les différents. Mais bon, on va voir en tout cas que moi, je trouve de passer de 6 stages à 4 stages, je préfère. Mais vous allez voir en quoi je trouve que c'est pertinent. Parce que ça va être en lien, pour moi, sur le développement des compétences. Bon. Et puis, les soins de la vie quotidienne, soins aigus. Donc, alors, les soins courants dits de la vie quotidienne, ces patients, ces résidents qui ont une autonomie partielle, que ce soit au domicile, donc on a un état de santé stable qui n'est pas sujet à des fluctuations, un état constant, soins sous le contrôle de l'infirmier. Donc ça, c'est les textes que je reprends, j'ai rien posé, j'ai juste extrait. Donc sous le contrôle de l'infirmier, vous voyez, c'est intéressant. Responsabilité partagée, on fait apparaître sous le contrôle de l'infirmier. Bon, voilà des éléments qui vont nous questionner, mais moi je me formalise pas, je me dis on travaille ensemble, on a intérêt à travailler ensemble et de me dire si demain j'ai besoin d'aide pour aller réaliser une toilette complète au lit, et je me dis tiens, est-ce que tu peux venir m'aider, est-ce qu'on peut travailler ensemble, et puis en même temps tu vas m'aider parce que je vais faire le pansement dans la foulée. Bon voilà, je pense que ça peut être intéressant. Donc l'autonomie partielle, c'est intéressant de poser cet élément parce que les exercices aides-soignants sont dans multiples endroits. Quelquefois, bon, bien sûr, je suis en hôpital, on va au domicile, etc., etc. Il y a multiples lieux de travail. Et dans les soins de la vie quotidienne, si par exemple, moi je suis l'aide-soignant, j'interviens la semaine parce que je suis au domicile, le week-end, on voit bien que ça peut être la famille qui va prendre la suite, quoi. Ça va être l'aidant qui va prendre la suite. Donc on est sur des soins qui peuvent être dits de la vie quotidienne. Comme on va être en EHPAD, on va voir beaucoup de patients, enfin de résidents qui vont avoir une autonomie partielle. Et puis on va identifier, on va faire des bilans d'autonomie, on va identifier les besoins, la dépendance, etc. Et puis bon, ça ne nous change rien. En fait, cette définition ne change rien sur ce qu'on faisait avant 2021. Donc, vous voyez les critères qui correspondent. Alors, les soins aigus, pardon. Là, ça va être différent. Dans les soins aigus, on est beaucoup plus sur cette notion de collaboration avec l'infirmier. On l'a tout le temps, cette collaboration avec l'infirmier. Mais là, on voit bien dans ce contexte de soins aigus, eh bien, ce sont des professionnels de santé qui vont exclusivement faire ces soins par une équipe pluridisciplinaire, soins dispensés durant la phase aiguë d'un état de santé. Qu'est-ce que ça veut dire quand on a regardé ça? Moi, ça ne change rien sur le fond. C'est de me dire, il y a des aides-soignantes qui vont de temps en temps travailler en réa, qui vont travailler en chirurgie. Vous croyez que c'est l'aidant qui va faire les soins? Non. C'est bien des professionnels là, qui vont assurer ces soins, où on a de temps en temps des états de santé qui sont précaires, où on va se poser des questions des fois en termes de pronostics ou autres, et de se dire c'est toute une équipe qui va travailler autour de ce patient et dont l'aide-soignant fait partie de l'équipe pluridisciplinaire. Et cet aide-soignant, il a son rôle à part entière, quoi. Et on a ce travail avec les infirmiers, et nous, dans les écoles, on échange beaucoup à renforcer ce travail, d'identifier qu'est-ce qu'un soin aigu, quelles sont les phases aiguës, quel est un état de santé précaire, et puis quel va être mon rôle si je suis aide-soignant en chirurgie, si je vais en réanimation, si je suis aux urgences, etc. etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne change pas du tout de ce qu'on faisait avant.
Ça ne change rien du tout. Donc on va pas, des fois on va se triturer la tête à se dire bah, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Des fois j'ai envie de me dire arrêtons notre masturbation intellectuelle et restons des gens de terrain, quoi. C'est bien sur le terrain que ça va se passer. De temps en temps, oui, si je monte, je veux faire de la recherche ou autre, c'est intéressant de prendre de la hauteur. Moi j'adore ça, prendre de la hauteur. Mais n'oublions pas quand même le terrain où on va se situer, et nos élèves, on va les envoyer dans différentes structures de soins, de stages, qui sont, on va trouver des soins aigus, on va trouver des soins de la vie quotidienne. Il y en a qui vont faire un mix des deux. De temps en temps, oui, l'état de santé il est stable, et puis dans la nuit, la personne elle a fait un malaise. Demain, tout d'un coup, je vois bien que mes soins vont changer, ma posture va changer, et ça change rien du tout. Donc, moi, je le lis d'une façon très, très simple. Alors, les 3 missions qui reflètent la spécificité du métier: accompagner la personne dans les activités de sa vie quotidienne et sociale dans le respect de son projet de vie. Donc bien réfléchir cette notion de différence entre le projet de soins, le projet de vie, les deux ensemble, etc. J'avais un groupe de bac pro là, qui finissait sa formation. Je leur demandais tout simplement, c'est quoi la différence entre les deux? Tiens, vous faites une différence entre projet de soins et projet de vie? C'est difficile pour eux. Très très difficile de faire la différence et d'échanger. Pourtant, ils avaient déjà fait des stages et on voit bien cette difficulté qu'ils ont aussi des fois d'analyser ce qu'ils font, de prendre de la hauteur sur ce qu'ils font pour sortir du faire et de se dire si je veux donner du sens à ce que je fais, eh bien, il va falloir que je réfléchisse ma pratique. Et ça, c'est tout un travail. Et je pense que là aussi, nous, les écoles, on doit travailler sur nous-mêmes formateurs à comprendre comment on va les amener à analyser leur pratique, comme on doit travailler aussi avec le terrain. Vous-même, de se dire, si moi j'analyse ma propre pratique professionnelle, je suis sûrement peut-être plus à même d'aider un stagiaire, un nouveau professionnel à analyser sa propre pratique. Mais on est au taquet et quelquefois on est dans le faire. Et quand on réussit à finir, on est usé psychologiquement et physiquement. Donc c'est pas simple. Comment on va faire avec tout ça? C'est collaborer au projet de soins personnalisé dans son champ de compétences. Donc d'où l'intérêt d'identifier son champ de compétences et puis les activités de soins qui sont spécifiques des compétences de l'aide-soignant. C'est-à-dire quand je fais un soin, mais je mets quelles compétences en œuvre? C'est intéressant de se dire. Quand tu rentres dans une chambre d'un patient et tu te dis « Bonjour madame, comment ça va? Est-ce que vous avez bien dormi ?» Peut-être que là, je suis dans la compétence 6 parce que je suis dans ma communication. Je vais mettre la personne en confiance. Et puis, écoutez, je viens vous aider, je viens faire la toilette. Et puis, avant de l'aider à faire la toilette, je vais nettoyer l'adaptable, je vais nettoyer tout mon matériel. Peut-être que là, je me mets en compétence 8. Et puis, après, je me dis, je vais installer la personne dans son lit, etc. Là, je me mets en compétence 5. Et puis après, je vais faire le geste en tant que tel. Je vais me mettre en compétence 1. En fait, quand tous les soins que je suis amené à faire, les gestes que je suis amené à faire, fait que je vais mettre des compétences en œuvre. Mais ce n'est pas facile. Nous, quand on travaille, moi je me mets à votre place, vous n'êtes pas en train de vous saucissonner. Vous imaginez, vous rentrez dans la chambre, bonjour, je me mets en compétence 6. Bonjour, je me mets en compétence 1. Ils vont vous prendre pour un fou, quoi. Donc, et n'empêche que quand vous allez observer un stagiaire, quand vous allez observer quelqu'un qui travaille, puisqu'à un moment donné, vous allez l'évaluer sur ses compétences, c'est peut-être ça qu'il va falloir à un moment donné que vous regardiez, quoi. Il va falloir faire des focus, comme je dis. Mais ces focus-là, ce n'est pas évident, parce que qu'est-ce qui se passe? Moi, je le vois très bien. Vous allez observer un stagiaire. Écoute, j'ai quelques minutes, je vais venir t'observer. Et puis où l'élève demande, tu peux venir me voir, je vais faire la toilette 2. Puis tu arrives, tu regardes. Oui, très bien, bonjour, comment ça va? Bonjour madame, très bien. Bon, on discute avec la patiente. Et puis à un moment donné, vous regardez, ça a l'air de bien se passer. Bon, je te laisse finir. Parce que tu as ton taf à côté. Je te laisse finir. Après, tu as vu l'élève? Ah oui, j'ai vu l'élève. Qu'est-ce que vous avez vu? Une compétence en action? Non, il y avait une bonne ambiance, ça avait l'air d'aller. En fait, vous avez observé beaucoup plus, un petit peu, une sensation, plus qu'une compétence en tant que telle. Et moi, je me dis que je vais peut-être gagner du temps si je sais ce que je viens observer. Je vais peut-être gagner du temps. Et si je suis avec des collègues, si on regarde la même chose, c'est peut-être intéressant de se dire si j'observe la même chose. Et je ne suis pas sûr que quelquefois, quand on a un stagiaire, quand on a un nouveau professionnel, si je veux le mettre en route, je ne sais pas si on regarde la même chose. Je ne sais pas. Et on peut avoir un avis qui est nuancé,
parce qu'en final, moi, je suis plus à cheval sur telle chose, je suis plus à cheval sur telle chose, parce qu'en fonction de qui je suis, moi. Et donc, moi, je pense compétence. Et bon, donc on verra ce champ de compétences. Contribuer à la prévention des risques au raisonnement clinique interprofessionnel. Et c'est intéressant, et je sais que ça sera discuté aujourd'hui, cette notion de raisonnement clinique interprofessionnel. La place de l'aide-soignante dans le raisonnement clinique, il est indispensable, quoi. Hein, votre place, il est là. C'est important pour vous. On vous a bassiné pendant toutes vos études à faire des démarches de soins, les problèmes du jour, les risques et les besoins perturbés, etc. Mais c'est impressionnant comment on vous a bassiné. Hein, on n'a fait que ça. Dans les écoles, on les bassine encore, toujours pareil. Hein, on va avoir peut-être un jargon qui va être différent. On parle de raisonnement clinique, de jugement clinique. Hein, on parle de différents éléments. Mais sur le fond, ça va être la même chose. Hein, c'est le jargon qui change. Donc là, je sais que toutes les écoles vont travailler, se rapprochent avec vous et faire les liens entre le jargon qu'on pouvait avoir avant et le jargon qu'on a aujourd'hui. Mais il faut absolument qu'on continue à leur demander de nous présenter les patients dont ils s'occupent. C'est indispensable. C'est indispensable puisque c'est comme ça que je vais structurer ma pensée, c'est comme ça que je vais pouvoir donner du sens à ma pratique. Sinon, si on ne fait pas ce travail-là, eh ben on va former des soignants qui sont dans le faire et qui vont le faire sans donner du sens. Et je ne suis pas sûr que ça soit pertinent. En tout cas, s'il y a des imprévus à gérer, ça sera un peu plus difficile. Donc la formation, très simplement, 22 semaines de cours, 22 semaines de stage, 3 semaines de congé. C'est organisé en 5 domaines d'activité, 11 compétences à acquérir, 10 modules de formation. Ça change un tout petit peu. Alors j'ai mis ça comme ça, donc vous voyez bien que ça vous bouscule, ça peut vous bousculer. Vous travaillez sur 8 modules, 8 compétences. Vous voyez, hein, et 17 semaines de cours. Voilà, donc on fait moins de stages, comme je l'ai dit, 3 semaines de congé. Donc la formation dure 11 mois. Et on a réorganisé en blocs. Et ces blocs sont d'une logique. Hein, je trouve que c'est hyper intéressant. Et on va les dérouler pour voir un petit peu que ça ne change rien sur ce que vous étiez, vous, avant. Puisque mon objectif est d'essayer de vous dire que, pour moi, on ne change rien. C'est un regard qui va être différent. Alors, quand je suis aide-soignant, quand je travaille au quotidien, je me dis, je ne peux pas m'occuper d'un patient si je ne connais pas ce patient. Vous voyez, je pose une hypothèse très simple. Eh bien, pour connaître ce patient, qu'est-ce que je vais faire? Des recueils de données. Je vais récupérer des infos sur la personne. Je vais le questionner, etc. Ben, quand on rentre en formation d'aide-soignante en France aujourd'hui, d'hommes compris, eh ben, pourquoi on commence par ce bloc-là? Toutes les écoles commencent par ce bloc-là. Pourquoi? Parce qu'il correspond à se dire, si tu veux accompagner quelqu'un dans les actes essentiels de la vie quotidienne, qui va te dire, ben, je vais l'aider à faire la toilette, je vais l'aider je vais l'accompagner au WC, je vais faire une activité avec lui, je vais lui donner à manger, etc. Eh bien, pour le faire, il faut que j'apprenne à le connaître. Donc, tu vas identifier, par exemple, son bilan d'autonomie. Tu vas peut-être se dire, ce monsieur, il est capable de faire son visage seul, mais il faut l'aider pour son dos. C'est accompagner les personnes dans les actes de la vie quotidienne. Et donc, dès qu'on rentre en formation, on va démarrer on va travailler sur les représentations du métier, on va poser les éléments, on va faire des tests de positionnement pour identifier un petit peu les niveaux de nos différents élèves afin de pouvoir au mieux les accompagner et de mettre des ateliers pour renforcer, etc. Mais très rapidement, on rentre dans le fait, on va faire du raisonnement clinique. En gros, on va faire des démarches de soins dans votre jargon, si vous utilisez ce terme-là. Donc, un élève qui vous dit « Non, on ne fait rien à l'école de démarche de soins », enfin non. C'est pas possible. On ne peut pas, puisqu'on va faire que ça. Donc, on fait des cas concrets. On leur apprend à connaître le patient, le nom, le prénom, les antécédents, les allergies, en passant par les besoins. On peut utiliser Virginia Anderson, on peut utiliser le modèle trifocal, on peut utiliser Marjorie Gordon. Il y a tellement d'outils aujourd'hui. Alors, c'est bien une des difficultés auxquelles, quelquefois, les écoles doivent avoir des vigilances. On doit avoir des vigilances, nous, les écoles. C'est que des fois, on est super content, il y a un nouveau programme, on se met à reprendre des vieux outils, plein d'outils. J'ai rien contre Marjorie Gordon. Mais vous, est-ce que vous avez été formé à Marjorie Gordon? Et puis j'ai l'élève qui arrive en disant « Bonjour, est-ce que tu peux corriger mon Marjorie Gordon ?» Je ne sais pas qui c'est. Et puis tu as l'élève à côté « Bonjour, c'est Virginia Anderson. » Ah
Ah ça me dit quelque chose. Éviter les dangers. Hein? Je ne sais pas ce que c'est. Je peux t'expliquer. Mais c'est tout bête, hein, mais ce sont bien des éléments, il faut qu'on ait un langage commun. Si on n'a pas ce langage commun, ben, c'est bien difficile. Et ça, c'est un des défauts que moi, j'avais remarqué au niveau infirmier, où on était content, on a amené ce modèle trifocal avec Thérèse Psuc, qui est excellent. Mais il faut qu'on forme tout le terrain aussi, il faut qu'on se rapproche. Et non, tout ça, ça crée des différences. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais ça suppose qu'à un moment donné, si j'amène des modèles qui sont hyper intéressants, tous pris, il va falloir qu'on travaille avec notre population sur le territoire. Là, les écoles vont avoir du taf. Les structures accueillantes vont avoir du taf. Et ça, c'est des enjeux qui sont là demain. Oh, moi, je suis revenu avec Virginie Anderson, je l'aime bien. Et je trouve que ça marche pas mal. Je peux amener un autre outil, mais j'ai cet outil support qui va m'aider. Et je trouve que ça vaut ce que ça vaut, mais mon objectif n'est pas de dire je trouve le meilleur outil, mon objectif il est de me dire rapproche le terrain et les écoles. Rapproche les élèves, le terrain et les écoles. Et pour qu'on puisse parler le même langage. Donc, ça, c'est la première compétence. La deuxième compétence, elle est nouvelle. Vous n'aviez pas cette compétence-là, vous. Cette compétence 2, elle est d'identifier les situations à risque. Vous, c'était mis un petit peu dans le module 1. Quand on entend risque, risque d'escar, risque de chute, etc. Mais elle a cette particularité, c'est un petit module de 21 heures, qui fait qu'aussi, on se rend compte que dans notre quotidien, nous, aides-soignants, on est de plus en plus face à des situations, des fois, qui vont nous questionner auprès des familles qui s'entre-déchirent, des violences conjugales, des maltraitances, des risques de maltraitance, bien-traitance. Et je vais agir différemment dans mes soins au quotidien quand, par exemple, j'ai une famille qui se déchire. C'est pas du tout pareil, quoi. Quand on a des patients, on sent qu'il y a des gens qui sont porteurs de handicap. Alors, il y a handicap, on peut penser physique, psychique, mais il faut penser aussi à cette notion de handicap social. Tout ça aussi, ce sont des éléments qu'on fait apparaître dans ce nouveau contexte. Et donc, c'est intéressant de demander à nos élèves de se questionner aussi sur le fait, qu'est-ce qui te pose question dans cette situation ? Et des fois, il en y va de l'avenir de la personne parce qu'en fait, on ne sait pas quoi en faire parce qu'il y a des enjeux autres qui vont au-delà du soin en tant que tel, quoi. Eh bien, là, nos élèves, on leur amène tous ces éléments-là. Et ça, ce bloc-là, il est fait dans les 3 premiers mois de la formation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dès la fin du premier, dès qu'ils arrivent en formation, très rapidement, hein, les professionnels, on peut leur demander, les questionner sur des démarches de soins, dans l'accueil, etc. Puisque dès le premier stage, pour beaucoup, ils sont déjà bien avancés. Alors, le bloc 2, celui-là, c'est le bloc, vous aviez l'évaluer l'état clinique, c'était votre ancien module 2, évaluer l'état clinique, on leur apprend toujours le corps humain, le vocabulaire professionnel, tout qui va être la surveillance clinique du patient avec des nouveaux gestes que l'on va avoir comme la glycémie capillaire ou autre, que je reverrai un petit peu après, donc j'échangerai. Mettre en œuvre des soins adaptés à l'état clinique, on leur apprend toujours toutes les pathologies avec le rôle aide-soignant qui va derrière toutes ces pathologies. Hein. Donc le module 3 et le module 4, la compétence 3 et la compétence 4 sont très en lien. Hein, des fois, nous, dans les écoles, on se demande est-ce qu'on met ça dans le module 3, dans le module 4, etc. C'est intéressant, on va faire des différences, des nuances, mais au final, ça ne change pas, c'est votre module 2 et module 3, votre compétence 2, votre compétence 3 d'avant. C'est exactement la même chose. Hein. On va avoir des nouveaux actes qui vont apparaître, mais ça ne change rien sur le fond. Et la compétence 5, qui va être l'ergonomie, qu'on appelle accompagner la personne dans son installation et ses déplacements. Ça ne change pas non plus, on leur apprend toujours à faire, à protéger son dos et à utiliser le matériel qui va nous permettre d'installer, de mobiliser les personnes dans des conditions de sécurité optimum. Donc, vous voyez bien, être soignant, c'est j'apprends à connaître la personne, je fais des recueils de données, je suis capable de l'accompagner dans son quotidien, je suis capable d'identifier si elle est fragile, vulnérable, s'il y a des risques auprès de cette personne, je l'observe cliniquement,
Je dispose d'un vocabulaire professionnel parce que selon les lieux, j'ai mon jargon quand même, hein, j'ai un haut niveau. Je suis capable d'accompagner, d'identifier mon rôle au regard des pathologies qui sont prévalentes dans mon service, c'est-à-dire les plus couramment rencontrées. Si je suis dans un service de neurologie, par exemple, j'ai des AVC, on va apprendre l'AVC et puis le rôle qu'il va y avoir derrière, sachant que sur le terrain, je vais continuer toujours à développer ces compétences-là. Et puis, j'ai une compétence en ergonomie. Le bloc 3, ça ne change pas. Vous aviez la compétence 5 qui était la communication, le module 5, hein, donc qui est la compétence 6 aujourd'hui. Communication adaptée, donc c'est la communication verbale et non verbale. Et puis, on a une nouvelle compétence, la compétence 7, que vous n'aviez pas, qui était peut-être un peu diluée dans les derniers modules de votre formation. On fait un focus quand même sur la formation, l'encadrement des pairs. Hein. C'est 21 heures, c'est comme si on leur faisait une formation tutorat de 21 heures. Hein, on l'envisage comme ça, parce qu'on se dit, ces élèves-là, demain, c'est ceux qui vont nous accompagner. Hein, et ça nous semble important de développer cette compétence-là dès la formation pour que très rapidement, ils puissent encadrer les autres élèves, se donner envie de pouvoir aider à développer, construire des compétences. Le bloc 4, qui est la compétence 8, qui était sur l'hygiène des locaux. Donc, on a 35 heures pour 2 compétences. Alors, on a mis le module 8, ça aurait été intéressant, module 8, module 9, on a 11 modules, 11 compétences. Bon, voilà, on aime toujours des fois de ne pas simplifier les choses. Donc, ce qui est intéressant, donc, nos élèves aides-soignants, enfin, les aides-soignants, on fait toujours du ménage. Hein, c'est vraiment quelque chose d'important dans tous les types de structures, etc. Donc, on leur apprend les précautions standards, les précautions complémentaires, le Covid, les clostridiums, etc., les différences détergents, désinfectants, ça ne change pas. Et on a une nouvelle compétence qui est la compétence 9, repérer, traiter les anomalies de dysfonctionnement. On ne peut pas travailler si à un moment donné, je n'identifie pas s'il y a des dysfonctionnements. Qu'est-ce que je fais? Une déclaration d'événement indésirable en passant par je vais ranger une commande, je dois structurer ma pensée, la vérification des périmés ou autres, etc. Si j'utilise un appareil à tension avant de l'utiliser, est-ce que je suis capable de vérifier qu'il fonctionne bien? Quand je prends un lève-malade, je me dis, vous prenez le lève-malade, avant tu dis, attends, est-ce que j'ai bien rechargé la batterie? Vous voyez, c'est des éléments qui sont des fois que l'on fait de façon mécanique, on leur fait faire des focus par rapport à ça. Parce que c'est très important dans notre travail au quotidien, hein, d'échanger ces éléments-là. Et puis le dernier bloc, aide-soignant. On ne peut pas être aide-soignant si je ne fais pas des transmissions écrites, orales. Voyez, hein, donc ça ne change pas. Vous aviez ce module 7 qui était les transmissions. Hein, donc, qui est exactement pareil. Et puis la compétence 11, c'est bien organiser son activité. C'est quelle est la place de l'aide-soignante au cœur d'une équipe. L'élève aide-soignant, l'aide-soignant doit pouvoir travailler au cœur d'une équipe. Donc, je dois connaître les différents professionnels avec qui je travaille. Quel est leur champ de compétences? Quelles sont leurs activités? Quelles sont nos activités communes, etc. Et puis, on travaille aussi avec eux sur tout ce qui touche la démarche qualité. Hein, quand on voit les temps que vous avez, on a ces temps qui sont la certification. Ça remue beaucoup dans les équipes. Hein. C'est assez sketch, hein, de temps en temps. Enfin, je me dis, moi, on le fait des fois chez nous, et je me dis, faut tous être là, il faut tout montrer. Ouais, bon, enfin, c'est comme ça. Des fois, ça me pose question. Mais c'est important aussi de les sensibiliser à ça. C'est important de leur dire que quand tu vas aller travailler, tu ne nettoies pas que des fesses. Tu as aussi toute cette pression qui peut être administrative, qui représente aussi notre quotidien. Donc, là, juste pour vous dire, en fait, quand vous accompagnez des stagiaires, quand vous accueillez des nouveaux professionnels, et de se dire, est-ce qu'il est compétent? S'il est compétent, il va falloir que je regarde à travers ces 11 compétences. Et je ne sais pas si on fait des focus comme ça, parce que si je n'ai pas forcément la connaissance, peut-être qu'on va résumer des fois la compétence aux activités qu'il a fait. Il a fini sa matinée et parce qu'il a fait un certain nombre de soins. Mais on voit bien que ça va au-delà. Et quand j'évalue un élève, il va falloir que je l'évalue sur tout ça, quoi.
Est-ce que tu as fait des démarches de soins? Est-ce que tu as accompagné au quotidien? Là, c'est une. Est-ce que tu as identifié si la personne elle est vulnérable, fragile ou pas? C'est là, c'est deux. Est-ce que tu penses qu'il utilise un vocabulaire professionnel? Est-ce qu'il a bien observé, il a utilisé les outils d'évaluation d'état clinique mis en place de feuilles de surveillance ou autres sur la C3? Est-ce qu'au regard de la pathologie que la personne est là et dans la collaboration avec l'infirmier, il a réalisé les soins adaptés sur la C4? Est-ce que tu l'as regardé sur son ergonomie? Est-ce que tu l'as regardé sur sa communication? Est-ce que tu l'as regardé en train d'encadrer les élèves? Est-ce que tu l'as regardé en train de faire l'hygiène des locaux? Est-ce que tu l'as regardé en train de vérifier du matériel? Est-ce que tu l'as regardé en train de faire des transmissions écrites orales? Et est-ce que tu l'as regardé au cœur d'une équipe? Et est-ce qu'il a compris un petit peu toute notre démarche en regard sur la démarche qualité, etc., sur la traçabilité? C'est tout ça qu'on doit regarder. Ben, ce n'est pas simple. Et c'est pour ça qu'en fait, moi je me dis, ça ne sert à rien de connaître tout par cœur, mais au moins avoir une idée comme ça. Et c'est mes focus après que l'on va travailler. Sur les stages, ils ont 4 stages. Pourquoi des stages plus longs? De façon très simple, on se dit que si tu fais peut-être une semaine de plus, voire ton dernier stage avec 3 semaines de plus de ce qu'on avait avant, tu peux sûrement mettre un peu plus d'activité de soins au regard des compétences demandées. Peut-être qu'en début de stage, moi je me mets à la place de l'élève, je me mets à la place de... J'ai envie de réaliser des soins parce qu'on va l'amener, mais à un moment donné, je vais l'amener vers d'autres activités de soins, vers en deuxième partie de stage, qui va nous permettre de lui dire, écoute, tu vas aller vers l'hygiène de l'environnement, tu vas aller vers les transmissions, tu vas utiliser le logiciel informatique, on va te demander, n'hésite pas à aller voir les autres professionnels, etc. etc., etc. Donc c'est dans ces activités-là, ça va être très intéressant. Les modalités pédagogiques, alors là, c'est intéressant. En termes de responsabilité à votre niveau, si je vous demande d'en faire plus, vous êtes déjà au taquet. J'ai raté mon truc. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on amène nos élèves là-dedans. Il va falloir que les écoles, elles travaillent avec nous pour dire comment on va envisager tout ça. Parce que moi, je me mets à votre place, je ne connais pas forcément tout. Il va falloir que les élèves, ils nous aident. Mais les élèves ne connaissent pas forcément tout. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire leur stage, et après qu'on leur dise qu'ils sont bien, et puis qu'on met des acquis partout. Puis d'ailleurs, s'ils ont eu un stage, ils ont eu des acquis partout, qu'ils arrivent dans votre stage, et puis que vous n'avez pas envie de mettre des acquis, oui, mais mon stage avant, on m'a mis acquis. Hein. Bah ouais, mais ce qui est acquis dans un stage qui est une spécialité différente n'est pas forcément acquis dans ce stage qui est une spécialité autre. Parce que la population, elle est peut-être différente, elle est peut-être nuancée, et je pense que les activités, selon les compétences, elles vont être différentes selon les lieux où vous travaillez. Faire une toilette complète au lit en EHPAD, faire une toilette complète au lit en réa, faire une aide à la toilette en santé mentale, c'est pas tout à fait la même chose. Je vais avoir des invariants. Ces invariants, je vais les retrouver partout. Par contre, des fois, je vais avoir une communication qui va être différente. Je vais peut-être avoir une posture qui va être différente. Je vais avoir une connaissance de la pathologie qui va être différente, etc. Qui explique que c'est pas si simple que ça. Hein. Et regardez-vous, hein, je ne suis pas sûr qu'on puisse travailler partout dans tous les lieux. Parce qu'il y a des lieux, j'ai pas envie, il y a des lieux, j'ai envie, il y a des lieux, j'ai pas d'appétence, il y a des lieux, j'ai pas les compétences. Bon, après, faut m'apprendre, etc. Donc, ça va être intéressant de se dire qu'on a changé de modèle. On est passé d'un modèle socio-constructiviste à un modèle transmissif socio-constructiviste. Je vous renvoie très rapidement. Hein. Quand vous étiez à l'école, vous étiez en face du formateur. Enfin, moi, je l'ai fait. Et puis, on donnait le cours, vous preniez des notes. Vous pouvez répéter, vous avez dit quoi, etc. Et puis après, on faisait un cas concret. Et puis, on se posait des questions. Et on évaluait surtout vos connaissances, pardon. Mais vous aviez un gros tissu de connaissances. Le modèle socio-constructiviste, c'est un va-et-vient entre le terrain et l'école. On fait beaucoup d'analyses de pratique. On va se dire, moi, par exemple, je ne fais pas de cours sur les transmissions. Je demande aux élèves qui vont en stage, et puis quand ils reviennent de stage, on leur dit, bon, on va travailler les transmissions. Qui c'est qui a fait des trans? Tout le monde. Qu'est-ce que vous avez fait comme trans? Oral, écrite. Il y en a que, c'est à l'informatique. Vous vous mettez en petits groupes et vous échangez autour. Parce que c'était les transmissions. Qu'est-ce que vous avez fait? Et puis ils vont travailler ensemble, ils vont échanger. Et puis après, tel groupe, on échange avec eux. Puis à un moment donné, quand ils ont fini d'échanger, on fait une forme de synthèse en leur disant, avec tout ce que vous avez vécu, voilà un petit peu les invariants qu'on retrouve dans les transmissions, pour qu'ils s'y retrouvent, quoi. Parce que moi, j'ai un logiciel que je connais, mais ce n'est pas celui qui fait foi. On peut avoir tel ou tel autre logiciel. Ils vont se dire, il y a des endroits, on n'a pas de logiciel informatique, on a encore des vieux cahiers. Il y a des endroits. Et donc, il ne faut pas qu'ils soient perturbés par ça. Puisque le modèle socio-constructiviste, il est que je dois construire des compétences en situation réelle de travail, en faisant ces va-et-vient. Pourquoi cette alternance?
hein, et c'est là le point de vigilance qui est très important, de se dire, amenons tout de suite ces futurs professionnels dans la réalité en mouvement. Parce que sinon, on les leurre. On les leurre, quoi. Les élèves chez moi, c'est très simple. Dès le premier stage, ils peuvent faire un week-end sur 2. Je ne vais pas attendre en disant « Oh, bah, ils auront bien le temps d'en faire plus tard ». Bah, non, la réalité, elle est là, quoi. Elle est là. En plus, c'est vrai que le texte il nous dit expérience de week-end, expérience de nuit, demandée, etc. Avant, vous aviez, c'était 8 nuits, ouais, on faisait des 80 heures de nuit, etc. Aujourd'hui, il faut les amener dedans, des soirs, des matins, autres. Si vous les mettez en réalité, parce qu'ils sont en stage, on va leur faire 5 matins. Et vous ne faites pas 5 matins, parce que vous êtes sur des roulements. Au 3e matin, vous êtes déjà plus étanche. Lui, au 4e matin, il faut toujours qu'il soit là, souriant, je réponds aux sonnettes. Arrêtez, quoi. Et là, c'est hors réalité. Et on va dire, ah, les élèves d'aujourd'hui, ils sont comme ci, comme ça. Ben, tu lui demandes à faire des trucs que même toi, on ne te demanderait pas de faire. Tu serais prêt à hurler. Bon, moi, ça me pose question. Ça me pose question. Voilà des éléments qu'on va poser. Et puis, s'il y a des phrases qui devraient disparaître, bon, tu fais comme l'école t'a dit, bon, moi, je fais, mais je sais pas. En fait, l'école, moi, je dis rien du tout. Je ne leur dis pas comment on va s'occuper de Madame Dupont, chambre 103. Moi, je leur propose le champ des possibles. Vous allez peut-être trouver ça, vous allez peut-être trouver ça. Alors, pour les soins d'hygiène corporelle, vous verrez, il y a des endroits, alors, ils utilisent plein de gants, il y a des endroits où ils n'utilisent pas de gants, il y en a qui ont des bassines, il y en a qui ont un bro, il y en a qui prennent l'adaptable. Les élèves, comme là, ils sont paumés. Ils sont complètement perdus, ils ne savent plus. J'ai vu des élèves qui me disent « Michael, je peux venir chercher une bassine chez vous ?» J'ai dit « Pourquoi ?» Ben, pour faire les toilettes. Ben non. Ils font comment là-bas? Mais ils n'ont pas de bassine. Bon, ben, tu fais sans bassine. Ah d'accord. Non mais ils m'ont dit que des fois les élèves ont une bassine. Ben, j'en sais rien, moi. Bon, moi je me pose des questions sur le fait, quand on faisait nos examens, on avait un petit guéridon, un petit chariot qu'on poussait. Alors tu reconnais comment l'élève? L'élève, c'est celui qui pousse le guéridon. Bah, est-ce que vous utilisez un guéridon que vous poussez, vous? Il y a des endroits, oui. Il y a des endroits, non. Pourquoi on laisse encore à nos élèves utiliser des guéridons? Parce que le jour où il est diplômé, qui vient chez vous, et tu le revois avec le guéridon, tu dis, tu fais quoi là? T'es plus élève, t'es professionnel. Ah oui, c'est vrai. Et là, en fait, il dit, mais je suis paumé, j'ai jamais utilisé sans guéridon. Ah, d'accord. Donc on t'a formé pour l'école. Oh là 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 là. Mais en fait, c'est plein d'éléments comme ça qui nous posent question. Et je pense que c'est vraiment des éléments qu'il faut absolument réfléchir en se disant, est-ce que c'est encore en phase aujourd'hui? Et moi, j'aime autant me dire à l'élève, écoute, nous, on a notre grand chariot qui est dans le couloir, tu prends ton matériel et tu vas dans la chambre. Et puis voilà, c'est parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. J'ai plus de guéridon forcément, quoi. Mais ça suppose que nous, les écoles aussi, il va falloir qu'on fasse notre mue. Ça se dit ça, notre mue. Qu'on fasse notre changement. Donc, parce que si moi je reste dans ce schéma-là, bah, mais je ne dis pas qu'il faut le changer partout. Puisqu'il y a des lieux, on laisse la possibilité. Moi, c'est ce que je vois sur le terrain. Bon, des éléments. Donc on va échanger un petit peu sur tous ces côtés-là. Hein. Le portfolio. Alors le portfolio, ça c'est vous... Il me reste combien de temps? Ah, très bien, vous faites un super. Le portfolio, c'est hyper intéressant. C'est qu'en 2021 est apparu un formidable outil qui s'appelle le portfolio. Un outil que souvent les soignants n'aiment pas trop. Hein, je peux faire le constat au niveau infirmier. Et je trouve qu'au niveau aide-soignant, on est bon dans les écoles AS, je trouve, et puis au niveau aide-soignant, la population aide-soignant, parce qu'on sait l'importance du portfolio. Et donc, on va vous former, on vous forme vous, on vous échange, est-ce que c'est les élèves, etc. Hein, mais c'est un formidable outil. Mais il faut qu'on comprenne comment on l'utilise. C'est l'outil de l'élève. Ce n'est pas le vôtre. L'élève qui dit « Est-ce que tu peux remplir mon portfolio ?» Non, c'est à toi de le remplir. C'est indispensable. Il est fait d'une façon très très simple. C'est que l'élève, il va écrire son parcours. Ça, c'est hyper génial, je trouve. On a enfin un portfolio qui fait la présentation de l'apprenant. Et c'est pour ça que vous, quand vous recevez un élève, eh ben, à un moment donné, tu peux me montrer ton portfolio.
Parce que souvent, quand vous recevez les élèves, on va être là, tu es qui? Je me présente, je m'appelle Michael, je ne sais pas ce que je dois dire. Bon, allez, viens avec moi, hop, hop, on file. Et puis après, vous allez découvrir au fur et à mesure. Mais je vais des fois amener des élèves dans un soin, peut-être que c'est la première fois qu'il va voir une personne âgée, peut-être que c'est la première fois qu'il va voir une personne nue, peut-être que c'est la première fois, dès qu'il va rentrer dans la chambre, il va avoir cette odeur. Bienvenue dans le monde du soin. On sent qu'il y en a du sol au plafond. Eh ben, je ne sais pas quel regard il va porter, surtout avec les profils aujourd'hui des nouveaux des professionnels en devenir. On a vraiment de tout aujourd'hui. Et donc, ça, ce sont des choses auxquelles il faut penser. Et le portfolio est travailler la présentation de l'apprenant. Quand tu vas voir la personne qui a 35 ans et de se dire, elle a fait que 10 ans d'usine et tout d'un coup, elle veut redonner du sens à sa vie, je vais l'aborder, je vais l'accompagner différemment entre quelqu'un qui va être un post-bac, entre quelqu'un qui est une promotion pro, etc. Donc ça, c'est intéressant de voir. Ça va être dans le portfolio. Et puis après, je vais retrouver les objectifs de stage. Je ne peux pas venir en stage si je ne fais pas des objectifs de stage. Je sais que toutes les écoles travaillent sur les objectifs de stage. Mais où ça devient pertinent, c'est que l'élève va faire ses objectifs de stage en les classant par compétences. Il faut qu'ils nous aident, nous, les professionnels, parce que moi, je ne connais pas tout. Qu'est-ce que tu veux faire comme transmission? Compétence 10. Qu'est-ce que tu veux faire comme hygiène des locaux? Compétence 8. S'il nous fait ce travail à mâcher, il nous mâche le travail, ça va être plus intéressant pour nous. Alors que des fois, des élèves font un listing de compétences, enfin un listing d'activités qui est mal fait. Alors, découvrir les pathologies. Elle doit être dessous, voilà. M'intégrer dans l'équipe, pourquoi pas, ça reste très large. Ou alors il y en a qui recopient le portfolio, ils ne comprennent même pas ce qu'on dit, comme on ne comprend même pas ce qu'on lit, quoi. Parce que même des fois, moi, quand je le lis, je ne comprends pas tout. Mais c'est des guides. Donc il faut qu'on soit cohérent quand même derrière. Et de me dire, si je fais ce constat-là, ça ne sert à rien d'hurler et de se dire pourquoi vous ne proposez pas des objectifs, vous, les professionnels de terrain. Proposez des objectifs aux élèves. Ce n'est pas interdit. Tu viens chez nous, bienvenue chez nous. On est assez exigeant. On aimerait qu'à la fin de ton stage, tu aies acquis ça. Ça, c'est notre exigence. OK. Ce n'est pas interdit. Il faut le faire. C'est important, puisque ça correspond à dans quoi ils vont mettre les pieds. Donc, amenez-les là-dedans. Donc, il faut absolument qu'on se dise, il y a les objectifs de l'école, il y a les objectifs de l'élève, il y a les objectifs du stage. Ce mix des trois va rapprocher. Ça, c'est indispensable. Et puis après, il y a le bilan de mi-stage, le bilan de fin de stage. C'est hyper important. L'élève doit l'avoir préparé. Moi, je suis très simple. Entretien pas préparé, pas d'entretien. Entretien préparé, je peux faire l'entretien. Parce que l'élève, il va lister. Alors c'est fabuleux, moi j'ai jamais vu ça dans un portfolio, et on n'a pas ça dans les portfolios infirmiers, manip radio, ergo, kiné ou autres, etc. Eh bien, il va lister les activités de soins qu'il a réalisées, tous les soins qu'il a fait. Il va lister ses points forts, ses points améliorés. Il peut même faire identifier quelques questionnements, des notes d'étonnement. Et il va s'auto-évaluer, qui est la base même de ce modèle-là, s'auto-évaluer en se disant, si je devais m'évaluer, je pense que c'est acquis, amélioré, ou à mobiliser parce que je n'ai pas eu le temps de le faire, je le ferai peut-être plus tard, et il fait ça. Et là, vous imaginez, il vient en entretien avec vous en ayant rempli ça. Là, tout d'un coup, je gagne un temps incroyable dans l'évaluation du stagiaire. Pourquoi? Je peux juste lire ce qu'il a mis, regarder, lui dire je suis OK ou pas, parce que moi j'ai fait mon taf avec les autres soignants pour récupérer les éléments. Comme je peux le demander à travers son écrit, tu m'expliques un tout petit peu, et je rentre en échange avec lui, et on regarde s'il a construit des compétences. Quel est l'intérêt? S'il déroule ça sur les 11 compétences, moi, professionnel, je me nourris des 11 compétences, puisqu'on n'arrête pas d'en parler. Mais si je reste que sur le côté généraliste, vous avez vu comment ils parlent, les élèves? Comment ça va ton stage? Super. Très bien, génial. Ah ouais, c'est un super. Ça me change du dernier, vraiment. Mais vous avez une super équipe. Ça me fait une belle jambe, c'est déjà ça. Sauf que je ne parle pas du tout de compétences. Je parle en rien du tout de compétences, quoi. Moi, j'ai envie de parler. Et donc, quand on va parler il va nous dire, voilà, je pense que c'est acquis sur la compétence 1. Très bien, contextualise.
C'est-à-dire, donne-moi un exemple de tes patients dont tu t'occupes. Ben là, je m'occupe de Madame Durand. Ben, au niveau de sa toilette, c'est pas facile parce que moi, elle a du mal à écarter les jambes, etc. Moi, dans tous les cas, ça va me parler. Mais voyez bien la posture que vous devez avoir là-dedans. Ça va être de l'amener à parler de ce qu'il fait. Parce que dans tous les cas, ils vous répondront avec des banalités dans les réponses. Super, c'était très bien. Donc, alors, voilà, il y avait ça. On fait la même chose aussi au bilan de fin de stage. Hein, donc, et puis, il va s'auto-évaluer aussi sur la dernière partie du stage. Et vous, s'il y a un seul endroit où vous écrivez dans le portfolio, c'est la case du milieu, où là, vous allez cocher acquis ou pas, à améliorer, à mobiliser, non acquis ou pas. Ça, c'est très important. Et ce qui est très important à noter aussi, et c'est ce qu'on travaille avec les élèves, de leur dire, quand tu fais ton auto-évaluation, tu écris tout au crayon bille. Tu assumes ce que tu mets. Tu fais ton auto-évaluation au crayon bille. Et on ne va pas mettre au crayon à papier, comme ça on va effacer, comme ça on est d'accord entre nous. Il a le droit de ne pas être d'accord avec moi. J'ai le droit de ne pas être d'accord avec lui. Il nous reste une moitié de stage pour harmoniser notre regard. Et ça, je trouve que c'est hyper pertinent. Hein, parce que pour moi, un élève qui se sous-estime, ça me pose question. Un élève qui se surestime, ça me pose question. L'objectif, c'est qu'il s'auto-évalue de façon cohérente. Et ça, c'est cette base même dans l'accompagnement. Et vous devez travailler avec lui cette auto-évaluation. Puisque vous, on vous demande sur le terrain, si on était au trans, d'ailleurs spontanément, vous-même, vous allez le dire, ce matin, non, c'est compliqué, là, j'ai besoin d'aide. Mais ça, c'est en vous, quoi. Et moi, je voudrais qu'ils deviennent comme ça. Et donc là, il faut les culturer à ça. Il faut les travailler avec eux sur cette mode sur ces modes opératoires qu'il doit mettre en place. Donc là, vous avez tout un travail à faire derrière. Et je trouve que je gagne réellement du temps quand moi-même, j'en suis persuadé de ce type de questionnement. Et puis ça vous prend moins la tête que de discuter, de faire des discussions qui, au final, ne sont pas forcément en lien avec les compétences. Donc vous voyez, je vous ai mis d'autres éléments qui changent un tout petit peu, enfin, pratique simulée, outils numériques, etc. Donc ça, c'est selon les écoles. Bon, ce qui apparaît aussi, c'est qu'on n'hésite pas, on se rend compte qu'on a de nouveaux profils aussi aujourd'hui. Hein, vous avez dû voir ça sur le terrain. Il y a des gens qui font des bouts de formation parce qu'ils ont déjà des diplômes, les bacs pro, les SAPAT, ASSP, AES, AMP, etc. Donc, on n'hésite pas dans les écoles aujourd'hui à réfléchir. On sait qu'il y a des manques, hein, même s'ils sont exemptés de certaines compétences. On va permettre de renforcer. On a même depuis 1 an l'API complémentaire. C'est-à-dire qu'on n'hésite pas à renforcer des acquis qui sont censés avoir acquis, mais qui n'ont pas, en fait, de par les échanges ou de par ce que l'on sait, quoi. C'est bien aussi qu'on ait fait apparaître du suivi pédagogique individuel, qui n'apparaissait pas quand même en 2005, hein, qui était fait bien sûr, mais là on le fait apparaître quand même. Sur les nouveaux actes, hein, je finirai là-dessus, vous voyez, ça c'est tout un listing, hein, c'est le décret du 23 juillet 2021, donc il y a différents éléments. Donc ça signifie que tout ça c'est fait à l'école, c'est enseigné à l'école. Donc depuis 2021, les élèves qui sont diplômés ont cette capacité de le faire. Je ne sais pas s'ils savent le faire, d'accord, mais ils l'ont vu à l'école, ils ont fait des ateliers, on les a formés pour. Donc c'est pour ça qu'on a fait 5 semaines de cours en plus pour pouvoir leur apprendre tous ces éléments-là. Donc bon, vous voyez, le taux de saturation en oxygène, on le faisait depuis bien longtemps, mais aujourd'hui on a des cours par rapport à ça. Hein, on leur comprend. Les aspirations endotrachéales, donc on a des ateliers d'aspiration endotrachéale, hein, qui sont faits dans les écoles. Bon, voilà un petit peu l'IMC, mesure du périmètre crânien, lavage, irrigation oculaire, taux de bilirubine par lecture instantanée, ECBU, pose de changer masque respiratoire, changement de support. Oui, j'avais mis, c'est ça. Ouais, la glycémie par captation capillaire, voilà, elle est là. Hein. Donc,
la particularité de ces nouveaux actes aujourd'hui, c'est que, comme ils sont sortis en 2021, nous, on attendait les écoles de se dire, et je peux me mettre à la place du terrain, comment nous, professionnels de terrain, qui n'avons pas été formés à ces actes-là, que quelquefois on fait sur le terrain, hein, même souvent pour beaucoup, comment on va pouvoir, nous, accompagner les élèves, nous-mêmes, nous ne sommes pas formés. Donc il y a des équipes sur le terrain, on va dire, elles vont passer du temps avec les infirmières qui vont les former, etc. Et puis on a nos jeunes diplômés qui aujourd'hui peuvent faire ces actes-là, mais nous, les plus anciens, on ne les a pas appris. Comment on va être formés pour hein, autant en 2005 est sorti un texte qui nous a dit les écoles peuvent former les professionnels du terrain aux nouveaux actes, autant aujourd'hui ce sont des choses qu'on attend toujours. On n'a pas eu officiellement ce texte qui nous dit comment on peut former les nouveaux professionnels, les anciens professionnels à ces actes-là, pour qu'on soit en cohérence, et en se disant les élèves vont venir, nous-mêmes on est formés en même temps, on va pouvoir continuer à les accompagner sur les activités qui nous correspondent. Et ça, ce sont des questionnements que l'on n'a pas. Et je sais que le GERACFAS, dans lequel je fais partie, on a interpellé pour que les textes sortent, ils ne sont toujours pas sortis, quoi. Donc là, on n'a rien aujourd'hui qui nous dit officiellement comment on va former les professionnels, les plus anciens sur le terrain, mais de façon officielle. Alors ça existe, hein, on voit bien qu'il y a des territoires, il y a des formations qui se font, etc. Mais bon, on peut se poser quelquefois des questions en termes de responsabilité engagée si arrive un incident. Hein, bon, là, c'est encore d'autres discussions. Mais en tout cas, nous, on sait que beaucoup d'écoles sont prêtes, savent le faire, ont préparé des petits modules de formation, on va le faire en formation continue, etc. ou autre. Bon, là, c'est des grands questionnements, c'est un grand flou aujourd'hui, hein, je peux vous le dire. Bon. Et puis, juste pour finir, sur les modalités de sélection, rentrer en école aide-soignante aujourd'hui, hein, c'est un entretien plus l'étude d'un dossier administratif. Hein, c'est assez intéressant. Heureusement, on a gardé l'entretien, hein, parce qu'on voit quand même des profils de candidats qui nous posent question. Hein, on a vraiment des grandes difficultés à recruter, à trouver des gens qui veulent faire aide-soignant aujourd'hui. En France, hein, je vous donne un exemple. Je dois faire une promo de 105 à la rentrée. J'ai 81 dossiers. Voilà, c'est bien significatif, même si après je vais avoir des promotions pro, même si après je peut-être, voilà, nous on se pose des questions sur vraiment remplir les écoles. Est-ce que les 81 dossiers sont pris? Donc très rapidement, non, parce qu'en fait, il va y avoir des candidats qu'on ne peut vraiment pas prendre. Et moi, on pourrait parler comme ça en se disant, tiens, d'un point de vue financier, parce que par rapport à l'aspect financier. Mais moi, si j'ai quelqu'un qui n'est pas fait pour, qui n'a pas ce projet, qui a peut-être même... On peut se poser des questions sur des fois de santé mentale. Hein. Je dis jusque-là. Hein. Ah non, quoi. On ne peut pas prendre n'importe qui, parce que sinon, c'est vous le terrain, c'est les patients, c'est les résidents, c'est nous dans les écoles, c'est difficile. Mais c'est des grandes questions, hein, que l'on a. On va prendre un temps de questions si vous voulez. Merci Michael en tout cas pour cet éclairage et cette présentation. Alors si vous avez des questions par rapport à cette intervention, nous avons encore un petit temps à vous consacrer. Alors moi j'avais une question, oui. Alors allez, attendez, j'arrive. Mais on a un capteur, on a besoin d'un micro. Bonjour. Bonjour. Astrid, formatrice à Lorient au niveau de l'IFAS. Et juste dans ton PowerPoint, je me permets, hein, puisqu'on... Tu peux, ouais. Voilà. Tu as mis lecture instantanée bilirubine et... attends, ça doit être pour les auxiliaires PER, je pense. Ouais. Et test tuberculinique. Ouais. C'est pour les auxiliaires PER. Ouais. On est d'accord. Ouais. Ouais, merci. Non, parce que des fois, dans les populations, j'ai des AP aussi. Nous avons des AP aujourd'hui. Et oui. Moi, j'avais juste une question, parce qu'en fait, Merci. on a parlé beaucoup de compétences. Est-ce que vous êtes totalement tous au clair avec ce que c'est que vos compétences? Ce que c'est qu'une compétence pour vous? J'ai jeté un froid. Je voulais pas jeter un froid.
Alors ouais, dans les compétences, on pourrait dire qu'il y a le savoir-faire. Ouais, Ouais. c'est ça. Et il y a toujours la situation. En fait, votre compétence, elle peut exister. Vous voyez, par exemple, moi, je suis infirmière de bloc à la base. Eh ben, aujourd'hui, au bloc opératoire, je suis incompétente, puisque ça fait 15 ans que je l'ai quitté. Et pour autant, je connais mon geste opératoire par cœur, je connais mon anatomie par cœur, je connais les règles d'hygiène et d'asepsie par cœur, mais j'ai plus la pratique. Et en fait, aujourd'hui, je ne suis plus compétente. C'est un peu ce qu'expliquait Michael tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez des appétences pour une population, personnes âgées, vous avez des appétences pour travailler en réanimation, vous avez des appétences pour ça. Et donc, vous allez aller travailler et vous ne serez compétent qu'au bout d'un moment. Et je rejoins Michael, puisque c'est mon ancien collègue, on avait les mêmes problématiques à l'école d'infirmière en IFSI, parce qu'en fait, quand les stagiaires, les élèves arrivent sur le terrain, vous attendez parfois un niveau de compétence qu'ils ne peuvent pas avoir, puisqu'il faut les construire. Il faut acquérir les savoirs, il faut acquérir vos gestes techniques que vous avez parfaitement intégrés. Et tout à l'heure, l'équipe de Camille Baudot vous expliquera ça. Et en fait, quand on a... J'aimais bien ce qu'avait expliqué Michael, c'est-à-dire qu'il va leur falloir, au regard du parcours, il va falloir vous intéresser à ce parcours. Parce que moi, j'avais des 3e années, dernier stage, ils n'avaient jamais piqué. Et pour autant, c'était des super étudiants. Et je rejoins Michael, il y avait aussi des mauvais. C'est important cette histoire de compétences, parce qu'en fait, quand vous allez observer un stagiaire, et là, en fonction de qui vous êtes, moi je ne vous connais pas, mais il y en a qui vont être ici plus à cheval sur la connaissance. Vous avez le droit. Il y en a qui sont plus à cheval sur la posture. Il y en a qui sont plus à cheval sur la pratique. Il y en a qui vont bien aimer des stagiaires, entre guillemets bien aimés, parce qu'ils travaillent vite et bien. Vous voyez, parce que ça correspond à mon appétence. Moi, j'aime bien un stagiaire qui en veut. Et puis d'autres, il va y avoir un stagiaire qui... Tiens, il a pas mal de connaissances, on sait qu'il connaît, il fait les liens entre... Parce que tu lui poses une question à travers une pathologie, je ne sais pas moi, sur une embolie pulmonaire, la phlébite, etc. Tu sais que tu aimes bien ces élèves qui ont de la connaissance. Et puis, en fait, c'est un mix de tout ça qui va être intéressant. Et c'est intéressant pour vous, les équipes, des fois, d'identifier vous-même quelles sont vos exigences en termes de compétences. Je peux être 2 collègues côte à côte et une collègue qui est plus sur la posture, une collègue qui est plus sur les connaissances. Et c'est vraiment le mix des deux qui devient génial, quoi. Et par contre, quand vous allez regarder l'élève, il ne faut pas rester centré que sur un pan de la compétence, parce que lui, il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre, il va dire tout est que connaissance, 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 alors qu'en fait, non, c'est bien un pan de la compétence. Et moi, je me dis que c'est bien de se dire, il a des connaissances, il a des pratiques, il a une posture, mais moi, je vais même un peu plus loin dans ce savoir, c'est le savoir agir, c'est-à-dire, est-ce qu'il est capable de s'adapter ? S'adapter, et c'est bien pour moi le 4e pan de la compétence, c'est-à-dire que peu importe le contexte, est-ce qu'il va s'adapter ? Et c'est là ce que je vais regarder. Parce que tu en as qui sont perclus de connaissances. Ils connaissent des choses. Ils disent, bon, ok, maintenant, on va voir sur le terrain. Et là, tu arrives et Madame Durand, elle pleure. Hey, comment je vais gérer, quoi ? Comment je vais gérer, etc. Qu'est-ce que je fais intervenir ? Et donc, il faudra les questionner nous-mêmes par rapport à ça. Nous, soignants, je ne vais pas rester que sur des questionnements de connaissances, je vais rester sur des questionnements de pratique, je vais rester sur des questionnements de posture dans un soin. Comment ? Alors, quand on est dans la compétence, c'est apprendre à questionner aussi. Souvent, nous, professionnels sur le terrain, on va poser la question, pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi ? Le pourquoi, quand vous utilisez ce questionnement, vous n'évaluez jamais la compétence. Vous recherchez une argumentation derrière. Et c'est très facile. Pourquoi ? Hier, la collègue, elle m'a dit ça. Et après, ils vont dire, faudrait vous mettre d'accord, il y en a une qui me dit ça, l'autre qui me dit ça. Mais en fait, il ne faut pas leur poser la question du pourquoi. C'est comment tu vas faire. On doit identifier ses modes opératoires, c'est-à-dire sa façon de faire. Comment tu vas faire. Tu as la toilette génito-anale de Madame Durand. Là. Comment tu vas faire. Et après qu'il ait expliqué le comment, si ça correspond à des critères de qualité dans lesquels tu t'y retrouves, ouais, j'aurais fait comme toi. Après, vous pouvez poser pourquoi tu as fait ça. Parce que là, ça va être intéressant. Tu peux évaluer, tu vas identifier une argumentation après qu'il ait expliqué son
Comment? Pour les élèves difficiles, les élèves qui posent question, ou les projets vous semblent un peu fragiles, il faut absolument toujours utiliser le comment. Si vous dites le pourquoi, ils vont répéter. Ils vont travailler par mimétisme. Et en fait, travailler par mimétisme ne veut pas dire être compétent. C'est toujours intéressant, hein, je préfère ça des fois que de faire n'importe quoi, mais à un moment donné, si tu veux qu'il prenne son envol, il va falloir qu'il soit capable de t'expliquer comment vous allez faire. Alors que vous, ça c'est en vous. Quand vous êtes aux transmissions le matin, tu as une collègue qui te dit « Au fait, comment ça s'est passé la toilette de Madame Durand ?» Celui qui l'a fait va dire « Ah, attends, je te raconte. » Vous voyez, vous expliquez comment vous avez fait. Et après, elle vous dit « Mais pourquoi tu as mis comme ça ?» Là, vous argumentez votre pratique. Et ça, c'est indispensable à les former par rapport à ça. Mais nous-mêmes, quelquefois en centre de formation, c'est très important à identifier. Travail avec le stagiaire en formation sur le comment il fait, que de toujours l'amener vers pourquoi tu as fait. Pourquoi tu as fait. Comment d'abord, pourquoi après. Là, on est vraiment dans l'accompagnement, dans l'évaluation des compétences. Et en plus, le comment fait que tu es obligé de te souvenir. Alors, tu peux le faire avant d'y aller, tu peux le faire après l'avoir réalisé. C'est hyper intéressant, hein. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup de choses. Et il est obligé de se remémorer, et quand il se remémore, il peut identifier, pourquoi pas, des axes d'amélioration ou ses points forts. Et ça, c'est indispensable dans l'accompagnement des compétences. Ça, ce sont des choses auxquelles vous allez. Et si l'élève il dit « Comment tu veux faire ?» Non, non, vas-y, dis-toi. Vous voyez, ils veulent toujours retourner vers vous. Ça, c'est une particularité. Parce que les profils que l'on a aujourd'hui, ils préfèrent qu'on les valorise tout de suite. Alors, tant que tu lui dis des bonnes choses, j'ai envie de dire, tu es le meilleur soignant. Puis dès que tu lui dis quelque chose, des fois même juste pour s'améliorer, vous avez vu comment ils peuvent réagir. Ils ont 3 façons de réagir. Ils se mettent à pleurer. Tu ne les as pas encore tapés. Bon. Ils se mettent en mode huître. Plus rien à dire. Ou alors, ils se mettent en mode fight. De toute manière, vous ne m'aimez pas. C'est vraiment cette particularité que l'on va avoir. Mais en fait, souvent, c'est parce que c'est vous-même qui les mettez dans cet état, parce que vous abordez l'accompagnement d'une façon qui n'est pas forcément réfléchie. Il faut qu'on réinvente notre façon de voir les choses. C'est pas facile. Et je rajouterais aussi, il y a un facteur qui impacte, c'est la génération Z. Donc ce n'est pas le propos de ce débat, mais on pourrait faire un débat sur la génération Z. Bonjour, moi c'est Emmanuel. J'ai constaté dernièrement avec certains stagiaires qu'on leur dit à l'école, prenez votre temps. Alors ils essayent de tout bien faire, de tout bien comprendre, mais arrivé, là j'ai une stagiaire, il vient en poste chez nous et elle est perdue parce que ce qu'on lui a appris en stage, c'est de prendre son temps. Et maintenant, en fait, elle est sur la réalité où elle est perdue. Le positionnement n'est plus du tout le même. La place de stagiaire, elle est aussi très difficile à apprendre. Et prendre son temps n'est pas une part de notre quotidien, quoi. Mais complètement. Et quand je disais qu'il faut que les écoles, elles repensent aussi leur façon d'accompagner, il faut qu'on fasse attention aussi à tous les mots qu'on va utiliser, toute notre posture que l'on va avoir dans la construction des compétences. En fait, à un moment donné, on voit bien qu'on est sur quelque chose qui est progressif. Moi, je me dis, quand tu arrives au dernier stage qui est de 7 semaines et que tu as un stagiaire qui n'est qu'en capacité de gérer que 2 patients dans la matinée, il y a quelque chose qui ne va pas sur le fond. Parce que je me dis, est-ce que là, il est prêt ? Parce que la réalité, elle est abrupte dès que tu arrives au 1er août, où tout d'un coup, tu arrives dans un service, on ne va pas lui dire, écoute, chez nous, c'est que 2. Nous, on est à 8, mais toi, que 2. Non, on doit tendre vers. Et donc, les équipes à l'école, en lien avec le travail qui est fait pendant la formation, il est qu'il faut qu'on monte absolument en puissance nos capacités des différents élèves dans les actes qu'ils doivent réaliser. Il y a des lieux, selon la spécificité, on va rester à tel ou tel contexte de soins ou nombre de personnes. C'est pour ça que des fois, on nous dit, on me pose la question, Mickaël, combien de personnes ils doivent prendre en charge les élèves ? Mais en fait, il n'y a rien dans les textes. Il nous dit qu'ils doivent prendre tant ou tant. Avant, pourquoi on demandait un nombre d'élèves ? Parce qu'on avait des examens, on avait une pratique finale, une MSP module 3, une MSP module 1. Il fallait qu'on traite tout le monde à la même équité dans toutes les écoles. Et donc, on avait des textes qui étaient précis. Aujourd'hui, on n'a plus le nombre.
Il y a des lieux, ils peuvent sincèrement s'occuper d'une dizaine de personnes parce que, je ne sais pas moi, le GIR moyen permet qu'on a beaucoup de personnes autonomes, ils peuvent s'occuper d'un grand couloir. Il y a des lieux, on va se trouver à 2 patients et c'est déjà pas mal. Mais c'est la spécificité qui fait que. Alors nous, dans les écoles, on travaille quelquefois avec le nombre de patients. Pourquoi ? Parce que je veux absolument qu'ils fassent... Je veux absolument qu'ils fassent un nombre de raisonnements cliniques, de démarches de soins à chaque stage, quoi. On leur dit, vous avez au moins 2 ou 3 patients en soins pour faire au moins les 2 ou 3 démarches de soins. Vous voyez ? C'est pour ça qu'on va avoir le nombre. Mais il faut se dire que tu as un dernier stage, que tu es en EHPAD, par exemple, eh bien, on devrait avoir un stagiaire qui tend à se rapprocher très proche de la réalité dans laquelle il va être. Ça paraît d'une logique. Et là, je construis les compétences comme ça. Sinon, en effet, vous les recrutez, comme disait madame, et puis il va rester sur ce côté, je prends mon temps. Mais non. Mais non, mais oui, voilà. Et si après on leur dit tu en prends 2, et puis quand tu as fini, spontanément tu viens aider, tu déclenches quelque chose, mais en fait on en voit certains qui font 2, 3, puis après... c'est toi qui dis, ça paraît d'une évidence, c'est le bon sens ou autre, mais il faut regarder comment on peut prévenir de créer ce type de comportement. Et là, il y a un intérêt derrière. Et les écoles qui vont travailler avec le terrain, sur par exemple les livrets d'accueil, il faut absolument que nous, on travaille sur les livrets d'accueil qui vont lister les activités de soins, les organisations, les éléments, pour qu'on sache où on met les pieds, quoi. Et de se dire que ici chez nous, les aides-soignantes, dans une matinée, elles vont gérer 7-8 patients, 7-8 résidents. Eh bien, plus tu vas avancer dans l'année, on va estimer que peut-être vers un dernier stage, de là à ce que tu sois déjà prêt, quasiment, mais on doit tendre à se rapprocher le plus possible. Sinon, dès qu'il va prendre son poste, vous imaginez, quand on se pose des fois des questions, comment ils peuvent être recrutés, je vous ai trouvé quelqu'un. Ouais, d'accord. Mais j'ai envie de dire, je vous ai trouvé quelqu'un qui est compétent ou pas. Voilà la question. Qui est en phase avec la réalité, en mouvement ou pas. Voilà la question. Et parce que des fois, on est surpris. Oui. Non, mais c'est bien des questionnements que l'on va avoir. Mais des fois, moi, je me mets à la place du terrain. Des fois, il vaut mieux être -1. Parce que si on compense les manques d'eux, ça crée après, c'est difficile à gérer. C'est difficile à gérer. Mais ça, c'est une histoire de compétences. Est-ce qu'on a questionné les compétences ? Je vous rejoins. Un jour, on m'a trouvé une remplaçante de nuit pour venir m'aider en tant qu'infirmière. Et j'ai l'aide-soignante, très grande expertise des aides-soignantes de Réachir, qui est venue me chercher en courant en me disant « Viens vite, Nathalie, elle est en train d'aspirer un patient avec une sonde urinaire. » Donc j'ai dit à la cadre du terrain où j'habitais, où je travaillais, je lui ai dit écoute, je préfère faire la nuit toute seule, tant pis, j'aurai trop de patients. Tu me mets 2 aides-soignantes compétentes, ça ira très bien. Et donc on a fait 2 nuits comme ça, parce que je n'avais pas envie d'aller surveiller ma collègue. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors on pourrait, mais vous allez pouvoir après, dans les ateliers, poser les questions en lien avec l'accompagnement. Pas d'autres questions ? Alors, je vais vous expliquer comment ça va se passer maintenant. Donc, on va d'abord faire une pause, parce que c'est très important de faire des pauses, de se ressourcer, d'échanger entre nous. Donc, de 10h30 à 11h, vous allez faire une pause. Et puis, vous allez avoir sur les portes la répartition des ateliers qui vont avoir lieu à partir de 11h jusqu'à 12h30 pour la première partie. Et pour cet après-midi, 14h, 15h30 à peine. On va faire une petite pause quand même, donc on verra. Vous ne changerez pas de place. Ça veut dire que vous allez faire les 2 ateliers au même endroit. Donc vous regardez bien, quand vous allez faire votre pause, dans quelle salle vous êtes, parce qu'il y a jusqu'à 15h45, il y a un groupe complet qui restera là pour faire les 2 ateliers. Et il y aura un autre groupe qui ira dans la petite salle pour faire les 2 ateliers. Et normalement, vos noms sont marqués sur les portes. Et on a fait en sorte que vous restiez entre collègues, évidemment. Mais oui, mais voyez-vous, regardez le groupe social et de soignants dans toute sa splendeur. Donc,
Là, vous avez la pause, vous avez des super ateliers qui vont vous accueillir dans la salle de réception. Profitez-en pour aller échanger avec les professionnels qui sont venus vous voir, qui sont venus pour vous. Et je vous dis à tout à l'heure, à 11h. Bonne pause.